Bonjour à tous. Après 2 jours de fête, on va maintenant faire le point ensemble sur la Coupe du Monde, donc avec Mathieu, Pierre-André et Yanis. On est champion! On est champion! On est, on est champion! Voilà, donc Pierre nous a très bien résumé la soirée de dimanche soir. On sent qu'il va être d'un objectif incroyable. Mais donc, avant qu'il me coupe, on reviendra sur le match de dimanche, mais on reviendra aussi sur l'ensemble de la compétition et les prochains rendez-vous que sont l'Euro en 2020 et la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. Donc, on commence maintenant par donc le match final qui fait qu'à la fin la France finit championne pour la deuxième fois de suite. On aura pu assister à une énorme fête populaire en France. PA, je pense que tu peux en témoigner vu que tu es le seul parmi nous tous à être sur le territoire national. Mais ouais, les gars, c'était la folie. Le tracteur était sorti. Voilà, donc la fête de la campagne, très très bien. Et on a vu aussi les images sur les Champs-Élysées, bien sûr. La fan zone au Champ de Mars a dû être complètement en feu. Et donc cette deuxième étoile qui réjouit le peuple français et qui fait définitivement rentrer la France parmi les meilleures nations du foot mondial. Et surtout, avec la génération qui arrive, on peut se laisser rêver à pourquoi pas aller faire un doublé. Mais bon, ce sont nos rêves les plus incertains. Et on va maintenant passer au match qui a eu lieu dimanche à 17h et qui s'est terminé sur le score de 4-2. Mathieu, je vais te laisser la parole pour nous décrypter ce match. Ouais, disons que j'ai pas spécialement trop envie de m'attarder sur le match parce que j'ai pas envie d'être trop négatif alors qu'on vient d'être champion du monde. Non, en substance, c'est pas le match le plus abouti qu'on ait vu de cette Coupe du Monde de la part des Français. On a eu de quoi s'inquiéter, on va dire, en début de match. Si on gagne, c'est surtout grâce à l'efficacité et au réalisme plus qu'à une domination. J'ai vu que on était le finaliste d'une Coupe du Monde à avoir eu le moins de possession de balles. Je crois que c'est 34% sur, C'est ça, c'est sur la ça, c'est finale. ça. Donc voilà, même si ça traduit aussi l'évolution du football, quand on voit que l'Espagne se fait sortir avec sa possession stérile, etc. Voilà. Mais bon, Ah oui, en c'est tout cas, la victoire de c'est l'efficacité. le résultat qui compte. Moi, je retiens surtout ça parce qu'effectivement, la manière n'était pas. Ouais, c'est la victoire de l'efficacité. Moi, je vais peut-être vous contredire, mais là, avec les stats avancées que sont notamment la nouvelle donnée qui s'appelle les expected goals, je sais pas si vous êtes familier avec ça. Pas du tout. Non? Les expected goals, c'est une stat qui est sortie par Opta, et qui, sur la base d'une étude historique de tous les shoots qui ont été faits, notamment en Coupe du Monde, va donner une note au tir entre 0 et 1 et qui va dire si ce tir-là est censé rentrer. Et donc après, ils additionnent tous les tirs et ça sort une note globale à la fin. Sur le match France-Croatie, l'expected goals de la France était à 0,31, sauf qu'il y a eu le penalty qui rajoute plus 1, donc on est à 1,31 et au final en pondérant ils sont à 1,07, alors que les Croates sont à 0,9. Et sur la base des Oui, mais donc on a simulations quand même sur marqué les 4 shoots, buts alors qu'on était censé en marquer qu'un. oui, on Si en on met, suit le système. oui, et eux ils en marquent 2 alors qu'ils sont censés en marquer 0,9. Oui, non, mais Et donc la simulation après qui est faite avec les notes de tous les tirs, on a quand même 39% de chances de gagner, 36% de nul et 25% de chances de gagner pour la Croatie. Et c'est à peu près, pour moi, c'est le même scénario contre la Belgique. Contre la Belgique, les Belges avaient un expected goals à 0,4, alors qu'ils ont tiré 9 fois au but, et nous, on a eu un expected goals de 1,91. Donc on est dominé, mais on est réaliste. Et on est oui, dangereux. ça Ça c'est ce qu'on reflète avait tout, déjà vu sur les matchs d'avant. Hein. ça reflète toute la Coupe du Monde au final. Oui, oui, non, mais c'est vrai que c'était flagrant. Je sais pas, on a dû faire peut-être. Je sais pas les stats sous les yeux, mais on a dû faire quoi? Les 7 frappes maximum C'est sur la ça, finale. pile 7. Bien joué, Pierre-André. Allez, voilà. Donc, franchement, quand on en met 4, c'est pas mal, quoi. Après, peut-être que Subasic était pas non plus, a peut-être pas fait son meilleur match de la saison, enfin, Ah, mais c'est sûr, mais de la Coupe après, du Monde. c'est le dernier but où il est fautif, peut-être, mais dans Pogba, il peut l'ensemble, c'est peut-être pas non essayer plus. quelque chose, même s'il a contre-pied, quand même Ah, il est pas trop loin. exceptionnel. Sur les images, il est trop loin. Il est déjà parti de l'autre côté quand la frappe elle Ouais, arrive. c'est vrai que, ouais, ouais. Après, c'est vrai que le penalty, bah, c'est compliqué et Pour moi, c'est, il n'y a que le dernier où vraiment tu peux dire ouais, qu'il ouais, aurait ouais. pu la. Non, non, mais oui, mais en tout cas, enfin,
Il a dû faire quoi? 2 arrêts de la finale. Ouais. C'était pas un match pour les gardiens, quoi. Bon, Loris Mais, s'en fait un beau, et puis après, c'est pas de la faute de Loris si les Croates ils mettent 80% de leurs tirs à côté des cages. Oui, oui, non, Non, mais après, là, on peut revenir rapidement tant qu'on est sur Loris, du coup, sur la bévue qui gâche, enfin, qui gâche, oui et non, parce qu'on est champion du monde, on va pas s'attarder là-dessus, mais c'est juste, à mon avis, juste un excès de confiance, parce qu'on voit que quelques minutes plus tôt, il sort de sa surface, il prend la balle de la poitrine, enfin, on sentait qu'il était sur un nuage, il avait fait un arrêt ouais, ouais. énorme, il était dans un grand tournoi, et c'est pourtant pas le genre de mec qui a tendance à s'emballer, mais là, je pense qu'il a pour le coup, il a eu un peu trop confiance. tu mènes Ouais, ouais. 4-1 là, forcément, t'as confiance. Enfin, c'est bon, il est capitaine, c'est l'émotion qui sort et tout, c'est un peu compréhensible. Hein. Même s'il nous a fait un peu, enfin, ça nous a fait un peu stresser alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. À sa décharge, en En soi, vrai, ses défenseurs lui ont pas filé beaucoup de solutions non plus. Alors, il aurait pu. Non, mais il doit jamais Non, mais dribbler là où il non, est mais s'il n'a il pas de doit solution, envoyer il une doit patate dégager. devant. Je suis bien d'accord. Mais les deux défenseurs étaient bien mais marqués surtout que par les attaquants croates. son dribble, il est obvious. Tu sais, enfin, il y a eu de la vidéo, ils le savent que donc l'attaquant, il arrive en plus de la gauche. Le crochet va forcément partir sur la gauche. Alors que s'il fait une feinte et qu'il la crisse la porte sur son côté, sur son pied droit, il est tout ouvert. Enfin, Oui, oui, il voilà. paraît Mais même, après, enfin bon, il pour paraît moi, bizarre ce dribble avec ça reste un un mec qui geste arrive sur la anecdotique. gauche. Oui, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais après, par contre, je pense que ça lui coûte le titre de meilleur gardien. Moi, enfin, après, on en parlera plus tard et on n'a pas trop de détails par rapport au vote ou comment ça s'est passé. Mais moi, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu lui donner. Ou c'est pour récompenser la Belgique par son travail, je sais pas trop exactement, mais parce que c'est Courtois qu'il a eu. Mais en soi, c'est vrai que c'est anecdotique et on s'en souviendra pas, quoi. Comme le carton rouge de Marcel Desailly en finale en 98, personne ne s'en souvient, et ben, c'est cette bévue-là, on s'en souviendra pas. Bien, moi, je vais juste revenir encore une fois sur le fait de dire qu'on a été dominé. Parce que je suis pas d'accord avec ce. Pourtant, enfin, vous connaissez, et je pense que les auditeurs commencent à savoir que je suis loin d'être un féru de football et un grand connaisseur. Donc, pas, sur le peu de matchs que j'ai regardé et sur l'analyse statistique que j'ai pu trouver sur Internet, notamment du compte Twitter 11Terren11, donc c'est un Hollandais qui fait ça, et qui fait des. Ouais, il a que ça à faire, la Coupe du Monde, hein, les Hollandais. Qui fait. Alors, il fait pas que la Coupe du Monde, mais il fait donc il calcule les expected goals à partir des données d'Opta, et il fait aussi des cartes du sens du jeu et des passes. Donc chez nous, sur la finale, quasiment tout le monde a près touché le même nombre de ballons, avec Paul Pogba qui en touche plus que les autres, mais sinon ça reste à peu près équivalent. Et donc, on n'a pas eu la possession, ça vient de là aussi. Les Croates ont eu la possession, sauf que celui qui touche le plus de ballons chez eux, je suis désolé, mais c'est Brozovic. Donc est-ce que c'est pas ça témoigne pas aussi d'une certaine stérilité Oui, mais ils ont des joué très Croates bas, je face suis au bloc d'accord, français mais bien en place? en début de match, ils ont quand même gagné des duels. Il suffit de voir la prestation de N'Golo Kanté qui sort à la 55e minute, qui était un peu dedans par rapport aux autres matchs. Beaucoup de duels. Pavard perd un duel dangereux en début de match. Voilà, c'est plus que le fait de ne pas avoir la balle, ce qui était je trouve qu'on a été quand même en dedans, un peu emprunté sur le début de match par rapport aux autres. Après, effectivement, il y a des buts qui nous ont libérés. Et puis effectivement, quand tu mènes 4-1 en finale de Coupe du Monde, il est évident que tu ne vas pas t'amuser à essayer de faire tourner le ballon. Tu vas défendre, c'est logique, ça, on est d'accord. Bien. D'autres choses à dire sur le match, messieurs? Bah ouais, non, en soi, la bataille, elle était un peu annoncée comme étant la bataille du milieu, avec Rakitic et Modric qui étaient annoncés comme enfin, qui sont deux super joueurs et qui étaient les pièces maîtresses de la Croatie. Et nous, je pense qu'on a autant été dominés et autant été dominés à cause notamment de notre milieu, parce que N'Golo Kanté était clairement en dessous de ce qu'il a pu faire pendant la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, enfin, bravo à ça pour Deschamps d'avoir très bien vu, avoir la lucidité de voir ça
et de sortir un de ses meilleurs joueurs à la 55e. Ok, il avait un jaune, mais il fallait quand même le faire. Déjà, bravo, je trouve ça. Et après, avec Edouardi, ça allait un peu mieux, mais on devait. Le match aurait été encore plus facile si on avait pu prendre cette emprise encore plus importante sur le milieu. Et ça nous aurait facilité les choses, mais du coup, on a quand même réussi à s'en sortir. Mais je Bah, pense que la domination croate a été faite par rapport. Ben justement, tu dis que Brozovic touche le plus de ballons. Bah, Brozovic, il est au milieu enfin, et il est mieux, Modric ça, est. enfin, ça, si je dis pas de bêtises, ça reste un défenseur central, non? Non, c'est Non, un c'est un milieu milieu. Ah, défensif. pardon. Non, non, Et Ouais, enfin voilà, c'est quand non, même un j'ai milieu dit. à base défensif. Et quand, là, j'ai toujours cette fameuse carte sous la main. Modric et Rakitic touchent beaucoup de ballons, mais ils ont pas joué vers l'avant. Dans leur transmission de balle, ils ont pas joué vers l'avant. oui, ça, on l'a vu. C'est pour ça que je relativise ce que je dis, mais il y a pas eu non plus de quoi s'extasier, mais effectivement, on n'a pas été trop mis en danger non plus, c'est sûr. Oui, je suis d'accord. Mais par exemple, si on compare si on avait réussi à quadriller Modric, par exemple, comme on a quadrillé Messi, Messi, il a pas touché de ballon. Et en plus, il a encore moins joué vers l'avant quoi que ce soit, mais il a touché aucun ballon, quoi. Et on aurait été capable vu comment on a quadrillé Messi, qui joue, qui a joué quasiment au même poste que pouvait jouer Modric, on aurait pu quadriller Modric de la même façon avec un N'Golo Kanté et un Matuidi un peu plus efficace, peut-être et ben, on aurait été moins mis en danger, évidemment, parce que Modric, est quand même s'il joue pas vraiment vers l'avant, il a quand même la vision du jeu et il peut aussi créer des décalages, même sur le côté, où il a quand même, c'est quand même le maestro de cette équipe. Et le fait qu'il ait pu aussi facilement échanger avec Rakitic et tous toucher le ballon au milieu, ça a dû jouer. Bon, après, tant mieux pour nous, ça a joué bien pour nous et au final, on s'en est sorti, mais la clé du match était au milieu, je pense, et heureusement pour nous qu'on qu'on ne, enfin, je veux dire qu'on n'est pas, qu'on perd pas à cause de ça, quoi. Alors que c'était une de nos forces depuis le début de la Coupe du Monde. Bon, moi, j'ai pas le même jugement que toi, mais pour moi, on n'a pas perdu la bataille du milieu, on leur a laissé la balle, Ouais, non, je mais relativise quand même dans le sens où effectivement, ils ont beaucoup, on les a pas spécialement enfermés, mais ils ont joué loin du but. Voilà, je pense que si on peut résumer, à la limite, ça serait comme ça. Ils ont eu Ouais, beaucoup de voilà, d'accord. ballons, on les a pas dominés, mais on les a quand même forcés plus ou moins à jouer loin du but. Hmm. Parce que du coup, pour compléter ce que tu dis, Mathieu, je suis assez d'accord parce que, comme tu as dit tout à l'heure, ouais, dans l'impact et pas, mais sinon, sur le reste du match, on n'a pas vraiment pris. Certes, il y a les buts qui nous aident à pas avoir vraiment cette sensation d'être dominé, mais j'ai pas eu cette sensation comme contre la Belgique quand on touchait le ballon, par exemple, que sur un décalage, il pouvait se passer quelque chose, quoi. C'était assez serein finalement et même au milieu, la France pour gérer tout ça malgré que ce soit la Coupe du Monde et que ce soit super stressant à jouer, quoi. c'est bon, on a fait le tour pour le match alors, messieurs? Oui. Yes. Bien, donc on va passer sur le bilan de la compétition, ça va être dans la continuité du match, vu que pour moi, le match a presque traduit, euh, presque traduit ce que l'équipe de France a montré depuis le début. Bah, moi, Oui, voilà. l'identité qu'elle a fini par trouver, parce que si on revient en arrière, moi c'est ce que j'avais dit quand on avait fait des podcasts avant que ça démarre, c'est que cette équipe, elle n'avait pas vraiment d'identité. En fait, elle s'était cherchée au cours de la préparation, etc. On avait changé de système. Et au final, elle a confirmé plus ou moins dans la Coupe du Monde qu'elle n'avait pas d'identité propre, mais qu'en fait, son identité, c'est de s'adapter à son adversaire. Et c'est ça qu'elle a réussi encore finalement à faire en finale, en laissant la balle aux Croates, en acceptant de reculer et de pas forcément toujours aller au duel, ce qu'on peut reprocher, et ce qui coûte par exemple le premier but de Perisic. On voit qu'il est très loin enfin les défenseurs sont très loin de lui, mais bah, au final ça a payé parce qu'il y a eu cette efficacité de tous les instants sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu que ça nous a sorti de belles, Ah, de certains pièges quoi. Et pour toi, donc, forcément, c'est positif parce qu'on se sort de matchs compliqués à chaque fois, hein, même si on a dit qu'on a parlé de chance au tirage au sort parce qu'on a pris Australie, Pérou, Danemark. Il faut quand même pas oublier que à partir des huitièmes de finale, on joue l'Argentine, l'Uruguay, la Belgique et la Croatie. Donc, c'est quand même quatre grosses équipes qu'on bat dans le temps réglementaire sans passer par les prolongations. Pierre-André, tu voulais et intervenir. ouais, mais pour toi,
on n'a pas d'identité. Enfin, moi, justement, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, qu'on s'adaptait à partir des. Même quand tu regardes par rapport à. Déjà, dès l'Australie, eh ben, on a quand même accepté de moins. Plus, de Pas se vraiment. projeter. On va Et pas pour s'y moi, c'est contre une identité. tout Ça. passer comme ça. Contre lui, on a subi, on a quand même. Ouais, ok. Mais pour moi, c'est les scénarios qui font ça. Moi, je trouve qu'elle s'adapte vraiment à son adversaire et à la composition qu'il y a en face. On n'a pas joué pareil exactement contre l'Argentine que contre la Belgique et contre. Enfin, je sais pas. Ok, il y a ce style qui revient d'accepter de laisser le ballon, mais ça va avec le football moderne. Moi, je trouve que l'intelligence, elle est de cibler à chaque fois les forces et les faiblesses adverses et de s'y adapter. Oui, oui, après, oui, c'est sûr qu'il y a un bon travail de Deschamps et de son staff là-dessus. Enfin, notamment, je pense, avec la vidéo. On a vu notamment par rapport à Messi, comment ils ont été capables de le stopper. Mais par contre, bah, tu disais par rapport à identifier les forces et les faiblesses et tout, par rapport à ça, Hazard, il a fait ce qu'il veut de nous en demi-finale. En première mi-temps, hein. En En deuxième, première, c'est mieux quand Ouais, même, hein. parce que oui, mais pas, parce que Pavard a quand même enfin, n'a pas été très serein en fait sur son poste. En deuxième mi-temps, Pogba décroche beaucoup pour l'aider. C'est ça qui fait peut-être que ça change le cours du match. Mais et Hazard dézone beaucoup aussi. Hazard, plus tard après, il a commencé à. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, Ouais, c'est mais un. sur la première mi-temps là dont tu parles, c'est juste pour moi un duel. Pavard face à Hazard, il suffit de dire les deux noms, sachant qu'il y en a un qui a 22 ans, l'autre qui a beaucoup plus d'expérience, qui joue à Chelsea, pour se rendre compte que Oui, je suis c'est d'accord. sûr, il a pris le bouillon. Mais après, je reviens à ce que je disais et à ce que Guillaume dit, il y a eu l'adaptation tactique de faire redescendre Pogba pour s'adapter à ce qu'on a vu pour résoudre les solutions. Enfin, résoudre les problèmes, pardon. Mais tu vois, vu comment on avait réussi à cibler dès le début Léo Messi, c'est bizarre qu'on n'ait pas ciblé de cette même façon Mais on met en fermé Hazard De dès le Bruyne. début du match. Moi, je compare, si tu veux faire la comparaison, Mm. fais-la entre Messi et De Bruyne. On n'a pas vu De Bruyne du match. non. Oui, par contre, ouais, ça, Kanté était sur De Bruyne, donc du coup, ouais, oui, c'était ça. Ouais. Mais le truc, c'est que la force, enfin, je pense que heureusement pour nous, les Belges, ils ont des occasions et tout, et il leur a manqué quelque chose, il leur a manqué quelque chose, mais pas grand chose non plus pour nous battre. Et la clé, c'était quand même Hazard. Hazard, s'il a un peu plus de réussite sur un ou deux trucs, il peut la mettre au fond. Je sais pas. Pour Après, moi, pour moi, il tire. c'est un peu bateau de dire ça, mais au Vas-y, final, à Yanis, partir de ce moment-là, continue. quoi qu'il arrive, ça se jouera sur des. De toute façon. Oui, non, c'est vrai. Les Ouais. équipes, elles sont arrivées là, elles ont tout leur jeu, toute leur tactique définie, etc. Et puis ça va se jouer sur des détails, sur la concentration, beaucoup de chance, sur beaucoup de choses. Et bah, c'est tombé en notre faveur sur ce coup-là, hein. Non, mais pour ça, je suis d'accord. Ouais. Ok, donc on a parlé beaucoup de la défense, enfin, vu que c'est normal, vu qu'on a beaucoup laissé le ballon, donc notre défense a été beaucoup plus concernée avec notre attaque, mais moi j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur l'attaque aussi, parce qu'on a quand même, certes, notre avant-centre en tant qu'Olivier Giroud n'a pas marqué, n'a même pas cadré un tir de toute la Coupe du Monde, mais il a fait un travail défensif formidable. Mais par contre, on a quand même une attaque Mbappé-Griezmann, enfin, en regardant l'âge des joueurs, c'est formidable. Ah bah ça, c'est sûr que oui. Hein. Griezmann, il est vraiment, sa Coupe du Monde, elle est vraiment crescendo, quoi. Pour atteindre, il a fait son meilleur match en finale, tant mieux. Et après, dans les poules, on pouvait en attendre un peu plus de lui. Petit à petit, il a commencé à élever son jeu et en finale, il a vraiment fait un super match. Il a été élu d'ailleurs homme du match. Donc, enfin, et Mbappé de son côté, là, il a éclaté cette Coupe du Monde. Beaucoup pouvaient se dire, il est jeune, tout et tout, il va craquer. Mais moi, ce qui m'impressionne beaucoup avec ce joueur, c'est sa capacité, enfin, maturité qu'il peut avoir, quoi.
parce que il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons en balle au pied, mais qui sont un peu moins malins avec leur tête. Et Mbappé, il a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Donc, je pense qu'on le reverra encore pendant un petit moment. Si on veut faire un point, enfin, du coup, si on veut parler un peu plus d'Mbappé, là, et je vais te rejoindre sur la maturité dont tu parlais. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est ces déclarations d'après-match. Ah, mais ça C'est-à-dire, je parle vraiment ça à fait chaud, déjà là, un an les et demi, minutes qui ont ça. suivi le. Oui? Ça fait déjà un an et demi, ça. C'est pas nouveau. Oui, mais c'est changé dans le sens où il y a un an, il dit rêve, c'est de gagner la Coupe du Monde, et j'en suis loin. Et dimanche, 5 minutes après le match, il est arrivé complètement serein devant les micros alors que tout le monde fêtait le titre, ce qui est juste normal. C'est la réussite d'une carrière. Il a dit oui, une Coupe du Monde, effectivement, c'est déjà bien, mais je ne veux pas m'arrêter là, j'ai encore plein de choses à faire. Et ça, 5 minutes après le match, c'est quand même assez hallucinant. Et encore une chose, ce qui est impressionnant, c'est qu'à la fois, il a ce calme et à la fois, il a toujours l'insouciance de la jeunesse. Quand on le voit jouer, je me demandais si quelqu'un l'avait prévenu qu'il était en train de jouer une Coupe du Monde. Il démarre contre la Belgique, première minute, on lui donne la balle, il va commencer à dribbler 3 4 joueurs sur son côté. Alors, il y a effectivement, du coup, les défauts de ses qualités. C'est qu'il a tendance à s'emballer un peu, à s'enfermer, à pas toujours faire les bons choix, à vouloir en trop en faire. C'est vrai. Mais ça fait du bien de voir ça, de voir un gamin de 19 ans qui martyrise toutes les défenses comme s'il jouait dans son quartier. C'est juste fou. Je sais pas si c'est la tendance à trop en faire, parce que pour moi, alors, enfin, je vais être honnête, hein, j'ai pas vu l'intégralité de la Coupe du Monde, j'ai vu jouer les Bleus 4 fois, mais sur les matchs que j'ai vus, c'est qu'en fait, il peut toujours avoir ce petit éclair où une fois sur deux, il va remettre la balle magnifiquement, où il va passer son joueur. Alors ouais, des fois, bah, c'est sûr, quand il se retrouve à 3, quand se retrouve face à 3 mecs au poteau de corner, c'est compliqué. Mais on a vu qu'il a failli faire la passe du tournoi à Giroud. Il avait contre les Belges, je crois. Oui, ça contre les Belges. Ouais, ouais. Euh, Sur le même match, il a mis une superbe balle à Pavard qu'il faut 20 centimètres plus haut, la balle elle est au fond des filets de Courtois. C'est inspirant en fait. Et il nous faut ce détonateur. On n'avait pas de détonateur jusque-là en équipe de France. On se reposait beaucoup sur Griezmann pour faire ça, je trouve. Et alors que Griezmann est plus au fait de mener le jeu avec Pogba et Mbappé peut après faire tout casser avec sa vitesse et sa qualité balle au pied. Et la relation Pogba-Mbappé aussi a été importante parce que on a vu plusieurs fois s'il a eu l'opportunité de se lancer dans des raids et de partir au but, etc. C'est aussi parce que souvent Pogba lui envoyait des caviars. Hein. C'est contre l'Argentine, je crois. Il fait une passe de 80 mètres là, pour Mbappé, etc. Et encore en Mhm. finale, Contre la. ça vient de lui, Ouais. le déclic, etc. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Même le but que Pogba met, c'est une passe qui, qui balance de plus de 30 mètres à Mbappé, qui la première touche qui permet de. Il a monde et tout, mais on peut. Pogba, je trouve qu'il a été beaucoup critiqué avant cette Coupe du Monde. Et il a fait un tournoi quand même magnifique. Ah oui, non, Ouais. Pogba, c'est peut-être un des joueurs qui a le plus step up son niveau, je trouve, vraiment en équipe de France. Parce qu'on lui reprochait tellement sa nonchalance d'en faire trop, vraiment, vraiment, vraiment. Mbappé, il avait fait des super performances en équipe de France. Griezmann avait fait des super performances en équipe de France. Pogba, on savait la qualité du joueur. Et en équipe de France, on avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Ce Pogba de la Coupe du Monde, il est vraiment beaucoup plus en simplicité, en sobriété, et par ses décalages, par ses transversales, par ses longs ballons, par ses dribbles de temps en temps, par sa défense. On a un Pogba qui défendait beaucoup plus, qui était beaucoup plus hargneux au contact des numéros 10 et des attaquants adverses. Et ça a vraiment joué. Et moi, je pense que ce 1 et il est dans l'équipe il finit dans l'équipe de la Coupe du Monde. Ça veut dire beaucoup de choses. Il a vraiment, 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 je trouve, on a eu le Pogba qu'on attendait peut-être depuis, 3 ans à l'équipe de France, je pense. Ouais, je suis entièrement d'accord.
C'est au Lyon parfaite. Le Pogba qu'on connaissait dans les Juventus. C'est Euh, surtout qu'il s'est fondu dans le collectif, c'est surtout ça, parce qu'en c'est fait, ça, c'est ça. ses qualités intrinsèques, effectivement, elles ont jamais disparu. Simplement, il fallait qu'il accepte de faire le sale boulot, entre guillemets, et c'est ce qu'il a presque le mieux fait dans cette compétition. On Ah, parlait tout à l'heure du match où il se sacrifie en demi-finale pour aller aider Pavard, pour bloquer Hazard. Ben voilà, typiquement, c'est ça, c'est accepter de reculer et de faire le boulot, quoi. Moi, là, il m'a impressionné aussi. Regardez, je pense notamment l'Uruguay, où l'Uruguay a quand même joué vraiment. Il a gardé son tout en gardant son tempérament d'aller défendre le pied, d'aller provoquer, etc. Il s'est pas énervé une seule fois, il a pas haussé le ton, alors qu'en match, il a quand même tendance des fois à s'emporter et ça a été prépondérant pour l'équipe de France, pour le collectif, comme tu disais, Mathieu. Non, mais je suis d'accord, ouais, vraiment. Ok, je pense on n'a pas fait le tour de tous les joueurs, mais si on commence à faire le tour des 15 joueurs pour jouer de manière, des 14 joueurs pour jouer de manière régulière, on est encore là jusqu'à demain matin. Euh, En une minute, s'il y a un joueur que vous avez envie de parler, Yanis. Moi, ce serait Lucas Hernandez, qui a fait une grosse saison à l'Atlético, qui était. Beaucoup de gens voyaient potentiellement même Mendy repasser de titulaire. Il, a quoi il avait 5 sélections en équipe de France, allait à tout casser. Et il a fait un tournoi super propre. En défense, il a peut-être un. Alors en défense, de son côté, franchement, ça a été quasiment tout le temps nickel. Il a apporté je pense, de sa formation avec Diego aussi. C'était vraiment sa rage de et sa motivation et ça a beaucoup aidé l'équipe de France, je trouve. On a rarement été aussi serein sur les latéraux que sur ce tournoi, je trouve, depuis quelques années. Bien. Pierre-André, un joueur en une minute. Non, non, je suis d'accord. On parle un peu de Hernandez, je suis d'accord. Umtiti aussi, je trouve que après son euro vraiment satisfaisant, c'est cette saison où il avait été bon et en fin de saison, il était un peu plus douteux. On doutait un peu de lui en équipe de France et il a su aussi élever son niveau de jeu et être le rock qu'on attendait de lui. Bien, Mathieu, une minute, un joueur. Bah, c'est vraiment très difficile, je pourrais en sortir plein. Ouais, moi j'en Mais veux je vais qu'un, dire hein. Varane. Je vais dire Varane parce que bah, vous avez cité déjà deux autres défenseurs et que Varane, c'est le pilier de cette génération avec Pogba et Griezmann. C'est avec lui qu'on a construit ça depuis 2014, hein. J'en reviens à 2014 et le symbole était. J'ai vraiment trouvé le symbole extraordinaire que c'est lui qui perd le duel face à Hummels contre l'Allemagne en 2014 qui fait que la France est éliminée 1-0. Et là, même stade, quart de finale contre l'Uruguay. Et et il a été extraordinaire en demi-finale. Donc, ouais, Varane. Bien. Bien, messieurs. Et du coup, Ah, moi, je vais pas m'apesantir. Vous savez que mon idole, c'est Kylian Mbappé. On en a déjà beaucoup parlé. C'est bizarre d'avoir une idole plus jeune que soi, mais ça fait plaisir. C'est vrai que les plus jeunes- Donc, les joueurs, on a fait. L'équipe, globalement, on a fait. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore beaucoup parlé et qui est crucial, en fait, dans la conquête de ce titre. C'est le coaching staff et plus particulièrement Didier Deschamps, qui était sous le feu des critiques pendant presque tout son mandat, en fait, à la tête de l'équipe de France, qui la démission de Zinedine Zidane du Real de Madrid juste avant euh, la Coupe du Monde remet encore beaucoup de gens qui pensent oui, alors voilà, Zidane va prendre en main l'équipe de France après la Coupe du Monde, patati patata, et Didier Deschamps répond de la meilleure manière en gagnant cette Coupe du Monde. Ouais, exactement. Quand t'as demandé les joueurs, j'avais envie de te répondre Didier Deschamps. Parce que, comme je l'ai dit, on peut C'était il y a citer 20 tous ans, les ça. joueurs. Parce que les 11 qui ont démarré, la finale étaient tous au top. Et si ils étaient tous au top, c'est justement parce que, il y avait un entraîneur qui a su trouver l'alchimie entre eux, qui a su résoudre les problèmes qui se sont posés à lui.
qu'il a su bricoler en cours de tournoi parce qu'on jouait dans un 4-2-3-1 avec Matuidi comme entre guillemets ailier gauche. Je pense que personne n'avait misé là-dessus avant le début du tournoi, mais c'était la solution adéquate. Effectivement, c'est un grand voilà, au vu des critiques, oui et non, c'était plus des réticences que des critiques, je trouve. Remis de l'huile sur le feu. Il sera bien là jusqu'en 2020. C'est le pilier de cette génération. C'est lui qui a tout construit depuis 2013. Il avait perdu cette finale de l'Euro. Il méritait de rentrer dans le panthéon du foot parce que c'est le troisième homme de l'histoire à gagner la Coupe du Monde à la fois comme joueur et entraîneur. Voilà, juste bravo. Puis mine de rien, on va se rappeler aussi que c'est il fait beaucoup. Là, par contre, je pense qu'on peut utiliser le mot critiquer sur le fait de ne pas sélectionner Karim. Donc c'est dans l'air Didier Deschamps quand même. C'était une décision très forte et qui aurait pu mettre à mal un peu la vie de groupe quand même. Et il a géré ça, je trouve, d'une manière des médias et de beaucoup de monde en France. Il a géré ça d'une main de maître hein, quand même. Bah, ça a peut-être permis aux gens de se rendre compte que le plus important pour gagner une Coupe du Monde, c'est pas forcément de mettre les individualités les unes à côté des autres, c'est de créer un groupe. Et du coup, c'est ça qu'il a su faire, meneur d'hommes. On l'avait déjà vu dans le documentaire Les yeux dans les bleus là, de 1998, où il était à l'époque, entre guillemets, que capitaine. Et on avait déjà l'impression qu'il était entraîneur. On sentait qu'il avait ça en lui. Et là, il a remontré encore, c'est un vrai meneur d'hommes et c'était ça son but. Et lui, il l'avait déjà dit et répété, c'est de construire un groupe, peu importe les individualités, personne n'est plus important que le groupe. Et ça s'est vérifié cette année. Alors il a construit un groupe, enfin, ça, voilà, moi, loin d'être expert football, mais en tant que coach, il a construit un groupe, mais tu peux avoir un groupe super, si à un moment donné, t'as pas quelques individualités qui sont fortes, tu pourras quand même pas aller au bout. Après, il a su concilier les individualités fortes, Pogba, Mbappé, Griezmann, etc. Il les a fait rentrer dans ce moule collectif et dans sa vision du jeu, tout en leur laissant à eux aussi une certaine liberté. Mbappé a pu décaler comme il voulait, Griezmann mène le jeu, etc. Et puis, au-delà de ça, il y a de la joie dans cette équipe. Enfin, on le voit dans tout ce que les joueurs sortent sur les réseaux sociaux. Ils dansent après les matchs, il y a de la musique tout le temps. On a encore eu aujourd'hui droit à l'explication de la boulette de Rami avec l'extincteur. On sent que c'est un groupe qui vivait bien aussi. Et je pense que ça aussi, la joie de travailler ensemble, de jouer ensemble, est un paramètre qui n'est pas mesurable, mais qui est non négligeable dans la conquête d'un titre. Et je pense que si on étudie beaucoup d'équipes qui ont gagné un titre et surtout qui continuent d'en gagner, parce que là on a gagné, enfin ils ont gagné la finale et donc la Coupe du Monde. S'ils regagnent dans 4 ans, ça sera exceptionnel. Et il faudrait garder cette joie, à mon sens, pour pouvoir continuer à gagner. Je te rejoins à 100% là-dessus, mais je ramène encore une fois Deschamps parce que je trouve que cette joie, elle vient aussi de lui. Il a un charisme incroyable. Ok, il y a les joueurs qui sont titulaires, mais moi je pense aussi aux remplaçants. Faut pas oublier que sur le banc, on avait des joueurs comme Dembélé, Lemar, Tolisso, des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs d'Europe, qui ont un niveau extraordinaire et qui ont su accepter d'être sur le banc sans broncher et qui ont contribué à cette joie et à cette bonne ambiance, alors qu'ils n'ont pas joué et que, en théorie, ils avaient le niveau pour jouer aussi. Et ça, c'est très important. Et tu vois aussi qu'on disait, bah, ça a été en partie discuté de prendre Adil. Mais quand tu entends les déclarations de Rami dans le côté vide groupe et comment toute l'équipe a vécu du monde, il a été super important en tant que un peu qu'ancien et puis à mettre le groupe, à lier les générations, etc. C'était un bon choix de Deschamps, il faut toujours ça et il a. Didier Deschamps, on a fait le tour. Pierre-André, tu t'es pas beaucoup Ouais, sur non, la question. ouais, bah, écoutez ce que vous avez dit, je trouve que vous avez quand même pas mal raison. Il avait les idées, il était convaincu. Si ça marchait pas, on l'aurait lynché.
que c'est toujours le premier qu'on lynche. Ça a marché, mais personne ne le félicite. Donc c'est vrai que faut lui tirer son grand chapeau parce que c'est fou, mais 98, il y avait Aimé Jacquet, il avait aussi ses idées. Il a fait aussi des choix très forts et ça a marché. Et ben là, Didier Deschamps, un peu comme Aimé Jacquet, il a été critiqué, il avait ses idées, il a fait des choix forts et ça a marché encore. Donc franchement, on peut que le féliciter pour le groupe qu'il a su créer. On n'est jamais déçu pour l'instant avec Deschamps quand on est en compétition, quoi. Les matchs en plein milieu de l'année, des fois, il peut, enfin, c'est pas, voilà, quoi. Mais en compétition, passer même malgré la Coupe 14, et c'est ça, c'était aussi des belles choses. De les faire jouer vraiment ensemble. Les autres, et le fait que les meilleurs par rapport à Raymond, Oui. c'est la comparaison. Il a déjà une génération Torah, gros palmarès en France que Didier Deschamps a eu avec la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde et le Championnat d'Europe. Ça joue pour un joueur, c'est Deschamps, le coach, quoi. Donc il a beaucoup plus de respect, quoi. Il impose le respect et franchement, félicitations. Bien. On va maintenant revenir rapidement sur la compétition, de manière très générale et assez rapide, 5-10 minutes. Tout d'abord les surprises, l'élimination de l'Allemagne dès les phases de poule, l'Argentine pas du tout au niveau. Qu'est-ce qu'on peut encore, on peut encore noter? La Croatie en soi est une surprise, enfin qu'elle arrive à ce stade-là de la compétition. Si vous en avez d'autres, parce que j'en oublie certainement, je suis preneur. Oui. Ouais, non, mais Ouais, ça va être compliqué d'entrer dans les détails ouais, si on veut voilà. si on veut se concentrer Mais sur l'équipe de France. une compétition, une Coupe du Monde, disons, pas bizarre, mais Surprenante, ouais, sur certains aspects. En surprenante tout et cas, unique en son genre. où beaucoup de grosses équipes ont tué et ont ouvert la C'est d'autres ça. équipes. Et vraiment, bah, on l'a vu avec, enfin, avec un peu la Belgique, enfin, mais surtout c'est l'efficacité qui viennent par-dessus tout, quoi, par rapport à la possession, quoi que ce soit. Ouais. Le football moderne, maintenant, de plus en plus, c'est l'efficacité qui gagne, quoi. Et Donc, donc, bon, on a fait un des trucs. c'est un autre débat, je pense qu'on n'aura pas le temps et c'est pas l'objectif, mais donc ça veut dire que Guardiola a faux dans tous ses principes? Non, non, bien sûr que non. Non, Non, mais pas du tout. le football évolue je sais pas comment expliquer ça, mais il peut pas avoir faux à partir du moment avec ce qu'il a montré à Manchester City et tout. Mais disons que c'est un modèle qu'il faut savoir adapter et dans lequel il faut pas s'enfermer. L'Espagne a eu tort de tenir absolument à sa possession. Si vous en faites rien de la balle, c'est assez inutile. Mais on l'a vu aussi avec le Real qui gagne la Ligue des Champions depuis plusieurs années. Le Real de Zidane, c'était à la fois de la possession, parce que c'était pas une équipe qui subissait, mais c'était quand même surtout du réalisme sur des matchs où ils étaient parfois en difficulté face à un adversaire qui tenait le ballon, de savoir marquer des buts sur coup de pied arrêté, etc. C'est un peu l'idée du football total finalement. Bien. Ouais. Alors moi, dernier point que je voudrais aborder sur cette Coupe du Monde, parce que j'aimerais bien avoir vos avis, je n'ai pas d'avis très tranché sur la question, c'est la question de l'assistance vidéo. Donc première compétition pour cette nouvelle technologie, qu'est-ce que vous en retirez? Ben, Du bon, moi. ouais, moi, je pense il pourrait y avoir c'est même du très bon, je trouve, parce que, ok, il y a les matchs sont plus hachés, on a des 6-7 minutes de temps d'arrêt de jeu. Ok, ben ça change un peu le jeu par rapport à ça et
Ça peut être un point négatif par rapport à ça, je suis d'accord. Mais enfin, au moins, on a l'impression que tout le monde est jugé de la même manière et l'égalité est de plus en plus présente dans une compétition où il y a des arbitres différents et les matchs sont différents. Donc, c'est toujours un peu compliqué d'être parfaitement équitable en étant arbitre. Et là encore, il y a des choses qui sont pas parfaites et ça pourra jamais être parfait et tout et tout. Mais moi, j'aimerais bien, par exemple, mettre un système c'est peut-être anecdotique ce que je demande, mais ou c'est peut-être pas du tout imaginable, mais un peu un système de challenge. J'aimerais bien voir un système de challenge plutôt de voir ces scènes où les joueurs pendant un quart d'heure ils râlent auprès de l'arbitre en disant on veut la VAR, on veut la VAR, on veut la VAR. Ben, pourquoi pas un système de le coach qui a le droit, par exemple, une fois par mi-temps ou une fois par match. Je sais pas comme ça, je dis c'est vraiment anecdotique et on peut Mais en là, parler. t'enlèves encore plus de. Je suis ton idée exactement, mais t'enlèves encore du coup plus de responsabilité aux arbitres, et ça, c'est dommage. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. L'arbitre, si il a un doute, il va regarder. Il a Ouais, non, un c'est quart vrai. vidéo qui est là pour l'assister, et au moins, il reste libre de ses décisions. Et il a pas. Enfin, c'est encore pire, je trouve, si les Non, oui, autres mais demandent. vu comme ça, tu vois, je suis d'accord avec ça, mais moi, ce qui m'embêtait, c'était ces scènes où, pour n'importe quoi, pendant un quart d'heure, les joueurs, ils passaient leur temps à demander la vidéo. Pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Et des fois, ils l'obtenaient, des fois, ils l'obtenaient pas. Enfin, c'était un peu, à chaque fois, c'était un espèce on comprenait pas vraiment ce qui se passait. Et c'est juste essayer de régler un peu plus mais après, dans tous les cas, il y aura des contestations par les joueurs, qui est la vidéo, qui est pas la vidéo, ou quoi que ce soit. Mais En c'était tout cas, ce que essayer je peut-être de retiens, trouver moi, une pour l'instant, solution. c'est qu'avec dans toutes les situations où la vidéo était utilisée, il me semble pas qu'il y ait une mauvaise décision qui a été prise. Dès que la Non, vidéo je a suis été d'accord. utilisée, elle a été bien exploitée. Oui, oui, non, je suis d'accord. Et le système de la caravane qui dit, le bus qui dit, bah, ouais, il y a penalty, on est sûr à 100%, on siffle-le, ou, bah, faut que tu aies regardé quand même de toi-même, te faire ton propre avis, c'est un peu mitigé. Ça, j'aime bien, tu vois, ce système par rapport au rugby où on peut comparer vraiment avec le rugby parce qu'il y a vraiment ce système aussi de vidéo depuis longtemps. Et j'aime bien, moi, ce système un peu comme en NBA, c'est un peu, je sais pas comment ils sont inspirés, mais ils ont fait un peu à cheval entre les deux. Et du coup, ça par contre, je trouve ça vraiment cool que soit l'arbitre fasse confiance à son arbitre vidéo, totalement, en lui disant, OK, ouais, bah, je te suis et tout, il n'y a pas de problème. Ou soit il a un peu des doutes et tout, bah, il va avoir lui-même les images et il peut se faire son idée lui-même. Je trouve ça vraiment bien comme système, en tout cas, ouais. Moi, Et justement, j'ai une question à propos de ça, vu qu'en plus, toi, PA, t'es arbitre, et que moi, bah, j'ai cet œil sur la NBA. Alors, d'ailleurs, vu la finale dimanche, forcément, et la VAR qui a été utilisée pour le penalty, moi, enfin, pas que ça m'a surpris, parce que je connaissais la règle, et voilà, mais j'aurais aimé enfin, de pas voir l'arbitre seul devant la télé. Même si je sais qu'il est aidé par le bus, quand je compare avec la NBA, ils sont, certes, ils sont en lien direct avec le QG des arbitres à Syracuse qui a toutes les images, et ils demandent d'avoir tel et tel angle, mais ils sont toujours deux, pour qu'il y ait deux jugements. Est-ce que c'est imaginable au foot, mettons, de prendre Non. l'arbitre de touche qui est du côté de l'action aussi, pour qu'ils puissent être les deux à juger, par exemple? ouais, ou plutôt, Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est encore pire, tu enlèves encore plus de responsabilité à l'arbitre. Il y a toujours eu un arbitre principal enfin, moi, je j'ai pas envie de tout changer. Je trouve que c'est très bien comme ça. Mais est-ce que c'est une affaire de ouais, responsabilité ou c'est une affaire ça reste de non, mais démocratie, en fait? non, mais Il y a la déjà assez de comparaison, monde comme ça pour s'en occuper, je trouve. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment. non, mais la comparaison est difficile avec le basket parce que au basket, les trois arbitres sifflent, enfin, leur position change dans le match, je suis d'accord, mais ils sifflent exactement la même chose. Les trois arbitres L'arbitre de sifflent, mais touche, t'as quand même un arbitre principal sur ta feuille. oui, oui, je suis d'accord, il y a un arbitre principal, mais en soi, il est là que sur le papier presque. Oui, oui. Alors Ne qu'au nous foot, éloignons pas trop quand même, parce que je trouve qu'on passe un beaucoup de temps sur la vidéo. oui, oui, Ouais, bon, après, c'était une d'accord, nouveauté on de conclut, la mais compétition, ça fait partie de la compétition aussi. On a dit quand on faisait le bilan, on peut terminer on une peut minute conclure quand encore même là-dessus, Théo. que c'est positif, mais la comparaison quand même bien reste difficile parce que vraiment les arbitres là, enfin entre guillemets, Oui, oui, l'arbitre c'est pas le même assistant, sport, il le je sait comprends. qu'il est entre guillemets sous l'arbitre principal quoi. Ouais, non, mais c'est ok, je vois, je vois. Ok, rapidement, prochaine séance, c'est l'Euro, et enfin, les coupes continentales de manière générale, et la prochaine Coupe du Monde,
Est-ce que vous voulez en dire un mot? Du coup, on va rester sur l'équipe de France. Ouais, je vais embrayer là-dessus. Il y a de quoi avoir de l'espoir, je trouve, parce que il y a une phrase que j'ai lue dans la presse que j'ai beaucoup aimée. C'était les Bleus avaient un avenir et ils se sont construits un présent. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette équipe, rapidement, on va donner l'âge des joueurs, là, enfin pas tous, mais en gros, tout le monde est là dans 4 ans encore pour le Qatar. À part peut-être Giroud, Matuidi, Mandanda et Rami qui a pris sa retraite internationale. Dans 2 ans, je pense que Giroud, Matuidi, Mandanda seront encore là, peut-être pas dans 4 ans. Mais enfin, en tout cas, cette équipe, elle a encore de très belles perspectives parce qu'elle est jeune. Elle a un vécu commun maintenant, comme avait l'équipe de France de 98 qui allait chercher l'Euro 2000, comme avait l'Espagne qui a gagné 3 grandes compétitions d'affilée. Et puis elle a un Mbappé qui certes est déjà excellent, mais qui selon moi a encore de la marge de progression. Il a que 19 ans, il l'a d'ailleurs dit lui-même. Donc évidemment des belles perspectives. Et quoi qu'il arrive, pendant ces 2 ans, l'équipe de France sera une des favorites, sinon la favorite pour l'Euro 2020. Il faut pas oublier aussi que même si on souhaite à aucun des joueurs, hein, on a un vivier qui était même pas présent du monde, donc il n'y a pas pour l'instant de vécu commun avec cette équipe. Donc là, ça peut manquer, mais on ne sait jamais avant cette Coupe du Monde, par exemple. Mais il reste beaucoup de jeunes très talentueux qui n'ont pas été sélectionnés. Je pense, je sais pas, l'apport du Man Martial, ça fait vite du monde qui peut aussi se rajouter, combler ceux qui vont partir, par exemple Rami, et qui peuvent apporter encore un plus à l'équipe. Bien. Peu de joueurs qui risquent de partir. Mais moi, ce qui m'inquiète quand même un peu, et on verra comment ça va se passer, c'est que dans ces peu de joueurs, là, il y en a quand même deux qui sont titulaires et qui ont montré à quel point ils étaient indispensables en équipe de France. Je pense surtout à Matuidi et Giroud. Et j'ai hâte de voir comment on va réussir à les remplacer. Et je pense plus qu'on jouera exactement avec le même système parce que Giroud en soi, là dans ma tête, là, en réfléchissant comme ça en 2 secondes, je vois pas d'autres attaquants français qui a le même genre de profil de jeu que lui. Donc Giroud, il est entre les irremplaçables, mais et il faudra trouver quelqu'un pour être pour avoir un équivalent Giroud, ce sera compliqué ce que j'ai dit, mais comment on va faire? On va mettre Griezmann en pointe. Il risque quand même d'avoir des ajustements du système de jeu et est-ce que ça va perturber toute cette équipe? On peut quand même peut-être mettre un petit X sur. Même s'il y a beaucoup de jeunes, je suis d'accord et que c'est super prometteur. Moi, là, ouais, je dis quand même. Autant Matuidi, ça m'inquiète moins parce qu'il y a des mecs comme Tolisso ou des mecs comme Lemar qui peuvent quand même potentiellement bien prendre sa place. Autant Giroud, entre guillemets, on va voir ce que ça va donner, quoi. Parce que je vois pas qui peut être notre neuf. Benzema, on verra jamais de France. Griezmann, on a très bien vu que avait moins bien joué avec lui en neuf. Donc on verra comment ça va se passer. Il y aura Bien. peut-être Juste des. encore pour revenir sur l'âge avant de conclure, un truc important à rappeler quand même, c'est que c'était cette équipe la plus jeune de toute la Coupe du Monde, à égalité avec le Nigeria, la plus jeune de toute la Coupe du Monde en moyenne d'âge. Je trouve encore, franchement, on se réjouit, mais on trouve presque ça normal finalement. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que ça reste un exploit, quoi, parce que qu'une équipe si jeune arrive à gagner, c'était plus arrivé depuis des décennies. Et c'est vraiment un beau signe. Et surtout qu'Adam, ceux qui font monter la famille, pas, hein. En soi, l'équipe, vraiment le noyau qui Mm. jouait dans cette Coupe du Monde, il est encore plus jeune que ça, hein. Bien. Donc Et on ben on verra. verra, on aura l'occasion de voir un peu tous ces questionnements dès les phases qualificatives pour l'Euro et l'Euro dans 2 ans, Qui jouera où 2020. d'ailleurs, vous savez? Toute Qui l'Europe. se joue partout en Europe. Il y a plusieurs villes hautes. C'est le nouveau, Ah, Nouveau le nouveau d'accord. format. plan de l'UEFA. Ça va jouer un peu partout. Et il y aura cette Ligue des Nations aussi, il me semble. Je suis un peu dans le Oui, flou. Là, l'année il y a très peu prochaine. d'informations qui arrivent. Ça va commencer à partir de la saison prochaine, là, non? Ouais, il me semble. Ouais. Ouais, Et il y ouais, aura, le nouveau format de Ligue des Nations. et il y aura la Coupe des Confédérations aussi. On Non, pourra non, jouer. non, c'est Ligue des Nations, un C'est annulé espèce de ça? C'est championnat. pas tout de suite la Coupe de la Fédération. La Coupe des Confédérations, c'est une année avant la Coupe du Monde, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, oui, en c'est ça. Oui, 2019. Au Qatar aussi, Mais d'ailleurs, vu que c'est toujours au même moment. 2021, ouais. Mais il y a d'abord 2021, pardon. oui, il y a d'abord, comme disait Mathieu, c'est Ligue des Nations. en poule, sous poule avec les équipes de l'UEFA les mieux classées en FIFA, je sais Ouais, pas une pourquoi. espèce de championnat. Ouais. Il y aura des infos qui vont arriver. Donc Ouais. très bien messieurs. Donc on est à la fin. On remercie encore pour ceux qui nous écoutent. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, CPI Sport, Facebook, Twitter, SoundCloud, iTunes, etc. Et le site, bien entendu, hein, là où il y a le plus d'articles. Mathieu, expert football, qu'est-ce que tu nous concoctes pour cet été foot, maintenant que la Coupe du Monde est passée? Bah, là, pour conclure encore sur la Coupe du Monde, on va faire une prévision sur cette fameuse Coupe du Monde à 48 qui va arriver soit dans 4 ans, soit dans 8 ans, on ne sait pas encore. Donc un gros dossier là-dessus, ce que ça va changer, des arguments pour, contre. Ensuite, bah, on va rapidement se repencher vers les saisons de clubs qui vont être à venir. Donc on va faire un point sur chaque grand championnat européen avant que ça reprenne. Bien, bien. Voilà, c'est tout pour nous, tout pour ce soir, tout pour cette Coupe du Monde, notamment du côté français. On s'excuse encore de la qualité du son qui parfois est altérée par le manque de moyens. Mais voilà, ciao! Ciao. On est champions, merci encore, et on est toujours aussi heureux. Et la bise aux Belges.